François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat de l'Union populaire républicaine. On vous connaît, vous faites partie des 11 candidats à l'élection présidentielle. Vous n'étiez pas sur le plateau hier. Petite réaction par rapport à ces débats entre favoris et les autres? Écoutez, c'était un débat de toute façon très convenu, extrêmement ennuyeux. Moi, j'ai regardé le début, puis après j'étais invité chez... Vous avez zappé sur le feuilleton? Non, je suis allé... voir un pote? Non, j'étais invité chez un de vos confrères pour parler de choses sérieuses. De toute façon, c'est pas un débat. Hein. C'est une succession de monologues extrêmement aseptisés, donc en fait, il n'en ressort rien. Et les Français ne peuvent pas se faire une opinion, je pense, ni sur la personnalité profonde de chacun des candidats, ni sur leur vision de la France, parce qu'il s'agit quand même d'élire le chef de l'État. Il ne s'agit pas simplement d'élire un Premier ministre. Et vous pensez que ce tour sera différent avec les autres candidats dont vous faites partie quand ils seront invités sur un plateau? En tout cas, je l'espère, mais vous savez que maintenant, avec la loi Urvoas, Oui. eh bien, il n'y a plus l'égalité de traitement entre les candidats, c'est ça qui est le plus choquant. Est-ce qu'il y a un candidat, j'allais dire, vers lequel vous vous sentez, avec lequel vous sentez le plus d'affinité quand même? Non, parce que sinon, je ne serais pas candidat, je l'aurais rejoint. Oui, Non. mais quelquefois on essaye aussi d'exister en politique, et puis après, il y a toujours l'histoire du second tour et des reports. Oui, mais attendez, d'abord, personne ne sait qui sera au second Bien tour. sûr. Moi, je ne crois absolument pas au sondage. D'ailleurs, je vois que ce prétendu débat d'hier se termine toujours, comme d'habitude, par une espèce de sondage minute où on dit aux Français ce qu'il faut qu'ils pensent. Et il paraît qu'il faut qu'ils trouvent qu'un tel et tel a été convaincant. Non, moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour se faire leur opinion eux-mêmes. Quand vous voyez aujourd'hui, tout autre chose, un syndicat comme la CGT qui appelle à manifester justement pour la défense des territoires qui ont besoin de voir vivre main dans la main le service public aussi bien que l'entreprise privée, votre réaction c'est d'être plutôt de leur côté? Sur le fond, oui. Sur le fond, je trouve qu'ils ont raison parce que c'est l'ensemble de la France qui est attaqué. À la fois les territoires, mais aussi effectivement les services publics. Et moi, dans mon programme, j'ai prévu justement, puisque je propose de sortir de l'Union européenne, de rétablir des services publics puissants et notamment d'interdire la privatisation, voire de renationaliser EDF, GDF, la SNCF, la Poste, toutes les sociétés d'autoroutes dont la gestion a été confiée au privé, les sociétés d'adduction d'eau, et puis également votre confrère TF1, et puis également toute banque qui bénéficiera de fonds publics. Alors moi, je suis pour ceci. Là où j'ai une réserve concernant la CGT, c'est que la CGT, comme d'ailleurs l'ensemble des syndicats français qui appartiennent à la Confédération européenne des syndicats, n'explique jamais aux Français ce que moi j'explique. C'est-à-dire qu'en fait, ces décisions qui sont prises de casse sociale, ces décisions qui sont prises de privatisation rampante, découlent des traités européens. Et que ces traités, contrairement à ce que disent les autres candidats qui étaient là hier, ne peuvent pas être modifiés. Ils peuvent formellement l'être, mais en pratique, ils ne peuvent pas. Il faudrait obtenir l'accord des 27 autres gouvernements et des 27 autres peuples, c'est impossible de statistique. Vous ne trouvez aujourd'hui aucun, mais vraiment aucun avantage à l'Europe? J'ai pas dit ça. Dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, la première fois que j'ai voté, quand j'étais étudiant, j'avais voté pour la liste de l'UDF, j'étais très pro-européen. Bon. Et puis j'ai changé. On évolue au cours d'une vie. Bien sûr. Voilà. Bon. Maintenant, nous sommes dans une situation qui est une situation de blocage complet. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui étaient là hier, qui ont été aux affaires, ceux qui ont eu des postes de responsabilité, des postes de ministres notamment, savent parfaitement qu'on est dans une situation de blocage absolu à 28. Ça ne marche pas. Sauf qu'ils ont un bœuf sur la langue, ils n'osent pas l'avouer devant les Français. Est-ce que ça marcherait pas moins bien finalement si on faisait le Frexit? Mais écoutez, vous savez qu'en Europe occidentale, les 3 pays d'Europe occidentale qui se portent le mieux, et c'est pas moi qui le dis, c'est le programme des Nations Unies pour le développement de l'Organisation des Nations Unies qui établit chaque année un indice de développement des pays du monde. Les 3 pays d'Europe occidentale qui se portent le mieux, qui sont au plus haut niveau mondial, c'est la Suisse, c'est la Norvège et c'est l'Islande, qui ne sont aucun de ces 3 pays, ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro. Et moi, ce que j'aurais voulu, par exemple, dans un prétendu débat comme hier, qui n'est pas allé au fond des choses, c'est qu'on aille au fond des choses sur l'euro. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, il me semble que M. Fillon a dit à un moment, vous vous rendez compte si c'est la catastrophe que ce serait si on sortait de l'euro. Oui, plus la note à payer. Voilà, exactement. Et puis Mme Le Pen, qui ne connaît rien de ces dossiers, qui a besoin en permanence que ce soit M. Philippot qui le lui souffle, M. Philippot venant copier certains de nos dossiers à nous, eh bien Mme Le Pen ne lui a pas bien répondu. En réalité, si nous restons dans l'euro, c'est là que ça va être la catastrophe. D'ailleurs, actuellement, c'est la catastrophe. Actuellement, il y a 800 Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Actuellement, les agriculteurs sont en plein désarroi parce que l'agriculture familiale est en train de s'effondrer. Philippe Asselineau, il nous reste une trentaine de secondes. Vous êtes un ancien élève de l'ENA, ancien élève d'HEC. Quand vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui qui semble ne
pas adorer, on va dire, la politique et se mobiliser en vue de cette élection. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que vous avez tout de suite aimé la politique en sortant de ces études? Non, pas du tout. Moi, je n'étais pas fait pour ça. J'ai fait ça parce que j'ai la conviction qu'il faut vraiment que notre pays, on le défende. Et puisque vous parlez de la jeunesse, le mouvement politique que j'ai créé, upr.fr, nous avons le site internet le plus consulté de tous les partis politiques français et nous avons un très grand nombre de jeunes qui nous rejoignent. Si vous avez vu le nombre d'affiches qui sont collées un petit peu partout, oui. Nous n'avons pas de société de collage, ce sont des jeunes justement qui vont les coller. Nous allons faire la surprise le soir du premier tour, croyez-moi. Philippe Asselineau, merci en tous les cas d'être venu de si bonne heure au cœur de la rédaction de France Info pour apporter votre témoignage au cours de cette campagne. À bientôt, à un mois du premier tour. Allez. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.